Merci beaucoup à tous d'être là, nombreuses et nombreux, pour cette rencontre qui est une de ces très belles rencontres que permet le festival VOVF, autour de 2 voire 3 livres, mais surtout d'une histoire incroyable qui dit plein de choses, des questions d'identité et de la nécessité de la littérature quand même, on peut le dire. Alors, à mes côtés, cette rencontre entre vous deux, Edoardo Berti, je me perds dans mes cahiers. Edoardo Berti, vous êtes auteur, vous êtes né en Argentine, vous avez été, ça c'est très intéressant, journaliste dans un premier temps. Vous êtes un fondateur de l'une des premières radios indépendantes en Argentine, à côté de... C'est intéressant que ce sont... Vous êtes 2 personnes de l'oralité quand même au départ. Ça, c'est très beau. Et vous êtes auteur, vous avez publié de très nombreux romans assez magnifiques. Les désordres électriques, c'était votre premier en France. Les 2 derniers, Un père étranger puis Un fils étranger, publiés en France, sont 2 romans qui nous intéressent beaucoup. Mais vos romans sont traversés par des personnages, des figures de gens qui changent de nom, de pays qu'on imagine, qui existent peu ou pas. Mais ces 2 romans-là s'intéressent à l'histoire de votre père. Votre père qui est né en Roumanie. On va y revenir évidemment. Vous êtes aussi traducteur. Dans un premier temps, vous avez été traducteur de l'anglais vers l'espagnol, notamment de Jane Austen, ce qui est très intéressant. Vous traduisez aussi maintenant du français vers l'anglais. Et vous traduisez de l'anglais vers le français, pardon. Du français vers l'espagnol, vers l'anglais. Vers l'anglais, ah c'est vrai ? Non. Information erronée alors. Pardon, non, je traduis toujours vers l'espagnol. Mais je traduis de plus en plus du français vers l'espagnol, c'est vrai. Et c'est ce que vous avez fait ici pour le roman de Sonia de Villers. C'est son premier roman. Déjà, bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Sonia, vous êtes journaliste de profession. Vous avez commencé par l'écrit et maintenant vous êtes à la radio tous les matins sur France Inter. Vous êtes entrée en littérature, on aime bien, mais c'est une phrase très pompeuse, mais c'est vrai. En 2022, c'est intéressant parce que c'est quasiment à quelques années d'écart, vos romans, pas très très longtemps en même temps, avec ce roman, Les Exportés, qui s'intéresse à l'histoire de votre famille maternelle, qui est aussi l'histoire de Juifs de Roumanie. Alors, ce qui est fou dans cette rencontre, c'est qu'on va essayer de vous donner à entendre et à voir ce qui se joue et ce que peut la littérature, puisque on va commencer par ça, peut-être. Eduardo, vous avez traduit ce livre, le livre de Sonia, du français vers l'espagnol, et j'aimerais que peut-être on le découvre en fait dans ce que vous avez découvert quand vous avez découvert ce livre, d'une autrice française dont vous ne saviez pas du tout d'ailleurs qui elle était à l'époque et ce qu'elle faisait en France. Je venais de publier Un fils étranger. Et un ami et un éditeur m'a dit je viens de lire un livre qui s'appelle Les Exportés. Ce livre, tu dois le lire. Ce livre a beaucoup de points communs non seulement avec ton livre, mais avec ton histoire et l'histoire de ta famille. Je l'ai lu, je suis son conseil. Le livre m'a ébloui. C'est un livre d'une puissance extraordinaire et l'histoire... Bon, on va revenir à ça. Et quelques jours plus tard, je devais voyager en Espagne. Et l'éditeur qui a publié Un père et un fils étranger, c'est l'éditeur le plus roumain, si on peut dire comme ça, de l'Espagne. Il publie Cartarescu, il publie beaucoup d'auteurs roumains. Sans être roumain lui-même. Non. Il n'a aucun rapport avec la Roumanie d'un point de vue... Voilà. Et alors j'ai parlé avec Enrique et je lui ai dit, écoute, je viens de lire un livre extraordinaire. J'aimerais bien le traduire. Je pense que c'est pour ta maison d'édition. 10 jours plus tard, les livres étaient... Les droits. Il avait acheté les droits. Et 11 jours plus tard, je ne dirais pas que je commençais à le traduire parce que je pense que je commençais à traduire ce livre en même temps que je le lisais, déjà dans ma tête. Ce qui m'arrive rarement. Ça veut dire je le lisais et je me disais, ce livre, il faut le traduire. Voilà. Ça a été un peu la découverte. Alors, on va revenir là-dessus, mais comme vous l'entendez ici, on a parlé de la langue espagnole, qui est votre première langue à vous. La langue française que vous parlez très bien. Vous êtes membre de l'Oulipo, j'ai oublié de le dire, mais c'est important. L'anglais, vous, Sonia, c'est le français. La grande absente, c'est le fameux roumain, qu'aucun de vous 2 ne parle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous les 2, vous écrivez, vous vous mettez à écrire sur l'histoire de votre famille. Donc, Un fils étranger, c'est la suite d'un livre que je n'ai pas sur moi, qui est Un père étranger, qui est le roman dans lequel vous revenez
sur l'histoire de votre père. Et tous les deux, vos deux romans, commencent sur ce flou qui existe des deux côtés, chez vous deux. Dans votre roman à vous, Eduardo, ça passe par toute une série de récits qui sont des récits sur le flou, sur des gens qui ont changé d'identité, qui sont en train de changer d'identité, puisque votre père perd sa femme, votre mère, avec qui il ne parlait qu'espagnol. Et puis vous reviennent ces bouts d'identité roumaine que vous avez découverts au fil de l'eau. Lui-même écrit un roman, qui est dans votre roman. Votre narrateur, comme vous, s'installe à Paris. Lui-même, il est en pays étranger et il commence à appréhender ce que c'est d'être quelqu'un qui change d'identité, qui change de langue. Et des scènes assez folles où vous devez vous interrompre parce que vous n'êtes pas assez compris. Et puis, il y a encore un autre roman, un autre récit, qui est le récit de Joseph Conrad, qui est lui-même cet auteur, qui a fui la Pologne et qui s'est lui aussi totalement réinventé dans un autre lieu et dans une autre langue. Et c'est cette obsession du flou. Alors vous, Sonia, dans Les Exportés, vous commencez à vous intéresser à faire le récit de votre famille. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un récit, et c'est tout le début du livre, qui apparemment n'est pas si trouble que ça. En tout cas, on vous l'a livré, et vous vous rendez compte que vos grands-parents, qui sont des juifs roumains, vous avez l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans leur vie. C'est-à-dire que la guerre ne les a pas vraiment touchés, ils sont partis, on ne sait pas trop comment, et qu'il y a un récit familial, mais qui n'est pas du tout raccord avec ce qu'on peut s'imaginer qui s'est passé dans l'histoire. Avec la réalité historique. En fait, je pense que c'est l'expérience que je fais en écrivant les Exportés, c'est-à-dire que je viens d'une famille, j'ai très bien connu mes grands-parents, j'ai toujours ma mère, j'ai très bien connu ma tante, j'ai été très très tard en Roumanie, on ne m'a pas parlé le roumain, mais je viens d'une famille où on ne m'a jamais caché mes origines juives. C'est quelque chose qui a toujours été, présenté comme une sorte d'indifférence, une sorte d'indifférence. Voilà. Ça n'avait aucune importance, strictement aucune importance. C'est une famille d'intellectuels, assimilés depuis plusieurs générations, avec un profond rejet pour cette identité juive. Donc c'est quelque chose qui a aucune importance. Voilà. Et en fait, derrière ce aucune importance, il y a 2 ou 3 générations de discrimination, de lois raciales, de persécutions qui ont été tues. Et je pense, en faisant l'expérience de l'écriture de ce livre, que moi, j'hérite d'un double silence, qui est à la fois le silence des Juifs d'Europe de l'Est qui ont survécu à la Shoah, et qui se sont, réinventés en régime communiste, avec l'envie de rebâtir un monde, une société, de rebâtir leur histoire, de partir d'une page blanche. Donc, par exemple, c'est le moment où ils changent de nom, mes grands-parents, en 1945. Sûrement pas pendant la guerre, mais après la guerre, pour rebâtir un monde nouveau, avec un nom nouveau, une histoire nouvelle. Voilà. Donc, eux-mêmes ont fait silence sur leur histoire juive. Et puis, ce double silence, c'est le silence aussi des régimes communistes qui ont réécrit l'histoire des pays d'Europe de l'Est, et notamment réécrit l'histoire de la Roumanie, pour débarrasser la Roumanie de sa responsabilité dans la Shoah, pour débarrasser sa Roumanie de son antisémitisme séculaire et virulent, et qu'il y a un grand tabou sous les communistes, c'est l'antisémitisme du régime communiste. Voilà. Donc, en fait, et voilà. Et à ça, vous ajoutez ce que Eduardo et moi, ce dont Eduardo et moi sommes les héritiers, c'est-à-dire l'exil. Et dans toutes les familles où il y a un exil, et particulièrement un exil forcé, il y a une déchirure dans la transmission, il y a une déchirure dans la langue. Il y a les générations qui parlent la langue du pays d'avant et les générations qui ne parleront jamais la langue du pays d'après. Il y a les souvenirs qui ont été du pays d'avant. Voilà. Il y a les souvenirs du pays d'avant qui ont été vécus dans une autre langue. Il y a cette génération qui a entendu des bribes de souvenirs, mais ce ne sont que des bribes, comme des sortes de cartes postales qu'on nous aurait envoyées du passé. Mais quand on n'a pas connu
ce que c'est que la Roumanie des années 30, quand on n'a pas connu ce que c'est que la Roumanie pendant la guerre, quand on n'a pas connu ce que c'est que la Roumanie communiste, ces cartes postales, elles n'ont pratiquement aucun sens. C'est-à-dire que j'ai eu plein de bribes de récits de mes grands-parents. C'est ce que tu dis, Zoé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun silence, aucun tabou dans ma famille, aucun mensonge, aucun secret. Et pourtant, rien ne m'a été transmis tel que ça a été vécu. Voilà. Et d'écrire ce livre, c'était de passer par-dessus 2 murailles énormes. La première muraille, c'est celle de l'exil, revenir au temps d'avant l'exil. Et puis l'autre muraille, c'est revenir au cœur des régimes d'Europe de l'Est, des régimes communistes d'Europe de l'Est, dans lesquels moi j'ai pas grandi, que j'ai pas connu, voilà, et tout ça dans un pays, dans une autre langue. Une autre langue. Voilà. Mais donc en effet, il peut ne pas y avoir de secret, mais beaucoup de choses qui ne sont pas racontées. Mais alors il y a tout un récit avec cette figure incroyable de ta grand-mère Gabriela, qui raconte plein de choses de la Roumanie, notamment tout le Bucarest très cosmopolite des années 30, qui livre ça très fortement et qui livre pas le reste. De ton côté, Eduardo, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment, pour le coup, une disparition de plein de choses. Il y a quand même cette notion de flou. Ton père dit qu'il est arrivé en Argentine en 37, 38, on ne sait pas, puis tu te rends compte qu'en fait, il est arrivé en 39. Il y a cette espèce de flou artistique et c'est quand même très intéressant parce que vous allez voir qu'on essaye de vous donner à entendre cette histoire, mais ces 2 personnes qui ne sont pas nées dans le même pays, qui ne parlaient pas la même langue originellement, ont des liens très étroits dans leurs histoires. Et puis, il y a des choses qui existent dans leur vie, dans leur littérature, qui se font écho. La famille, on va y revenir, la famille d'Eleanu, puisque c'est son nom, s'appelait originellement Greenberg. Il y a eu un gommage à un moment donné. Toi, dans ton premier livre, le personnage change de nom. Mon père, il est venu d'abord en France. Quand il est venu, mon père est né en 1914. Il est venu d'abord en France et son idée, son rêve, c'était de rester ici. Et son vrai paradis perdu, quand il est allé finalement en Argentine, c'était la France, plus que la Roumanie. Il a échappé d'abord la montée du fascisme en Roumanie. Il s'installe en France, il voit venir la guerre. Il était de famille juive aussi. Alors il décide de prendre un bateau. Il y avait 2 options. La plus chère, c'était d'aller vers le nord. Il n'avait pas un sou pour aller là-bas. Il prend le bateau le moins cher. Il va vers le sud. Il va vers le sud une fois qu'il paye, il se dit, bon, une fois je paye, je vais jusqu'à dernier arrêt du tram. Et il est allé jusqu'à Buenos Aires. Il n'avait aucune idée de ce que c'était l'Argentine, aucune idée. Il racontait, mais est-ce que c'est vrai? Chaque chose que mon père racontait, il faut toujours dire raconter, entre parenthèses, mais est-ce que c'est vrai? Il racontait que quand il était à Paris, il achetait une gomine pour les cheveux et que la marque de la gomine était Argentum ou un truc comme ça. Il s'est dit, bon, je vais au pays de la gomine, sans savoir que derrière cette blague, il y avait une grande vérité, parce que Gardel et tous les chanteurs de tango étaient très gomines. Alors, il descend au port de Buenos Aires, il fait son cours accéléré de français au bord du bateau. Alors, dans le bateau, mon père disait, il faut voir si c'est vrai, qu'il y avait un Libanais ou Syrien qui était son prof de français. Quand il descend dans le port, mon père racontait, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, qu'il parlait l'espagnol avec un accent arabe. Parce que là, je me permets de te corriger, mais il a pris son cours d'espagnol dans le bateau, pas de français. Tu as dit français. Incroyable. Non, d'espagnol, pardon. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est ça qui est très beau. Mais non, c'est normal. Il a appris l'espagnol avec un Libanais. Famille d'accabulateurs. Voilà. Non, le français, il le savait déjà. Et alors, quand il descend, il doit traverser la douane, mon père racontait, parce que c'est vrai, que à ce moment-là, quand il devait donner nom, prénom, âge et tout ça, il n'y avait pas de QR code à l'époque, vous imaginez. Il a dit un nom de famille qui n'était pas le vrai. Il a changé un peu l'âge, qu'il avait déjà changé, selon lui, pour échapper à l'armée. Et voilà. Alors, j'ai grandi avec un nom de famille qui n'était pas le mien. J'étais convaincu jusqu'à l'âge de 16 ans, ou je ne sais pas, plus ou moins, que mon père il était moins âgé de ce qu'il était. Un jour, il m'appelle pour me dire qu'il était plus âgé. Alors, fatalement, on fait les comptes. On s'est dit, d'accord, on vient de me voler quelques années de la vie de mon père, mais c'était mon propre père qui me volait ses propres années. C'était très bizarre. Et c'était plutôt à la fin de sa vie qu'il a commencé à faire ses aveux. Mais jamais il m'a dit qu'il était juif. Jamais. Et je me demande si ma mère le savait. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et après sa mort,
j'ai eu constat bon, je soupçonnais des choses, mais après sa mort, j'ai eu vraiment la preuve de ces choses-là. Et quand j'ai publié, pardon, je finis seulement, quand j'ai publié Un père étranger, le premier livre, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai écrit un livre surtout avec tout ce que je ne savais pas et des choses que je savais. Et c'est à la suite de ce livre-là qu'un ami avocat qui habite à Buenos Aires m'a fait un cadeau totalement étonnant et en même temps je me dis c'est vrai, j'aurais pu faire des recherches comme ça, je n'ai pas pensé. Il m'a envoyé le dossier que mon père avait présenté vers 1951-52 pour obtenir la nationalité argentine. Et là, dossier de naturalisation. De naturalisation. Et là, il ne pouvait pas mentir. Il a dû vraiment présenter les vrais documents. Et là, j'ai trouvé des choses que je croyais perdues pour toujours. L'adresse exacte de la maison natale, le nom de la famille que je soupçonnais, mais que j'ai confirmé, et même le nom exact du bateau, la date exacte d'arrivée du bateau en Argentine et tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait le deuxième voyage. Donc le voyage de retour, est-ce qu'on peut parler de retour? C'est ça qui est très intéressant, est raconté dans Un fils étranger qui, je crois, va reparaître augmenté. Attention, je continue à vous teaser la suite. C'est un projet. Donc, les villes originelles, donc, pour ta famille Sonia, c'était Bucarest, c'était Galaţi, la ville de naissance de ton père et de cette famille, qui sont des villes qui portent parfois encore les traces de la vie qu'elles ont portée, mais là encore une fois des flous. Tu crois retrouver la maison, mais en fait c'est pas la bonne. Alors que toi tu te dis ça y est, c'est eux, ils ont marché là, j'aime beaucoup les gens qui habitent dedans, mais en fait c'est pas la bonne maison. Mais en fait on peut transmettre. C'est là où le roman est commencé, parce qu'au début j'ai fait le voyage pour moi. Je suis allé visiter la ville natale de mon père pour moi, ou en tout cas pour mon fils, pour lui transmettre. Et j'avais prévu 2 ou 3 choses, on essaye d'anticiper. Je sonne à la porte, il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Il est sympa, il m'ouvre, il n'est pas sympa. J'avais prévu 4 ou 5 choses. J'avais jamais prévu que j'allais visiter la maison, qu'on allait tous pleurer ensemble, être totalement émus, et que moi j'étais convaincu de visiter la maison de mon père, qu'on sort, et qu'il y a un vieux monsieur qui nous dit, qui nous fait comme ça, il nous dit non, les numéros de la rue ont changé. En même temps, je trouve que c'est très intéressant parce que est-ce que l'émotion que j'ai sentie est fausse? Non. L'émotion est vraie, la maison est fausse, mais l'émotion est vraie. Et là, je me suis dit, il y a un livre à faire. Il y a évidemment toujours un livre à faire. On va y revenir, mais ce qui est drôle, c'est que, il le dira congénialement, tout est génial dans ces livres. Il y a beaucoup de points communs, vous allez voir que ça finit par être tellement commun. À la fin de ce livre, d'ailleurs, tu dis à ton ami, la littérature ne sert à rien. Elle est inutile au sens de servile ou d'utilitaire, 2 sens qui se fondent dans la logique productiviste. Sa fonction intrinsèque n'est pas de servir. Et alors c'est vraiment fou parce que les 2 romans dont on parle démontrent exactement l'inverse. Vous allez voir pourquoi. Sonia, quand on revient aux exportés, donc ce désir d'écrire ce livre, il vient justement d'essayer de comprendre. Donc il y a ce silence. Bon, en plus, il y a le silence de la dictature en Argentine, qui est encore autre chose, mais c'est quand même aussi, vous grandissez, et toi tu grandis, et ton père arrive dans un pays qui va vivre sous dictature pendant un long temps. Donc il y a aussi beaucoup cette culture-là d'une forme d'auto-censure et de choses qui ne se disent pas, parce qu'on ne parle pas. Toi, Sonia, donc, à quel moment, parce qu'on va le dire, les exportés, qui est quand même fondamentalement une enquête, à quel moment tu arrives à tirer ce fil de comment sont partis mes grands-parents de la Roumanie? Et on va revenir sur cette histoire folle. En fait, donc un jour, ma mère reçoit un livre, un colis. Donc un livre qui date déjà d'il y a plusieurs années, mais qui n'est jamais paru en France. Elle le reçoit en roumain. Donc elle a quitté la Roumanie en 1961 avec sa sœur, ses parents, sa grand-mère. Ils sont arrivés gare de l'Est en décembre 1961. Donc elle parle encore parfaitement le roumain, puisqu'elle a été à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans en roumain. Et donc, elle reçoit le livre d'un historien roumain qui s'appelle Radu Ioannid, qui a vécu pendant 30 ans à Washington, qui a été le numéro 2 du mémorial de la Shoah à Washington, qui a été le responsable des archives à Washington, et qui s'est chargé toute sa carrière de collecter dans toutes les anciennes républiques socialistes de l'Est des centaines de milliers de pages des services secrets qui ont un trait à l'histoire des populations juives dans chacun de ces pays.
pour que ça soit sauvegardé quelque part en cas de guerre à nouveau, en cas de retournement politique, en cas de... Voilà. Et donc Radu Ioannid met au jour... Donc, ça a été un très très long travail, parce qu'il a fallu que les républiques socialistes tombent les unes après les autres, que les archives s'ouvrent, que tout est très long. Voilà. Et on parle bien avant la numérisation. Et puis, il met la main sur, on va dire... c'est un dossier qui fait environ 30 000 pages, qui n'est encore pas numérisé. C'est très très compliqué de s'y retrouver là-dedans. Où en fait on découvre que la Roumanie a vendu ses juifs à partir de la fin des années 50, d'abord à la pièce, ensuite famille par famille, ensuite par wagon entier, et ensuite par contingent, par lot gigantesque, que la Roumanie, qui a commencé par persécuter et puis déporter ces juifs, immense communauté juive, entre 700 et 800 000 personnes avant la guerre. Il en reste, on va dire, 350 après la guerre. C'est des comptes un petit peu difficiles à mener parce que la Roumanie a changé pas mal de frontières après la Première Guerre mondiale, lors du pacte germano-soviétique et à la fin de la Seconde. Donc voilà, mais on peut dire en gros que plus de la moitié de cette communauté disparaît pendant la guerre. Et il faut bien se dire qu'en 1989, quand tombe le régime de Ceausescu, il y a un recensement qui est conduit en Roumanie. Il ne reste que 10 000 juifs en Roumanie. Et encore, Radu Ioannid me dit, moi je pense que c'est plutôt 3 000. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 1945 et 1989 pour que ce pays se vide entièrement de ses juifs? Et Radu Ioannid démontre qu'en réalité, le régime a vendu ses juifs avec un cynisme et une avidité absolument dingue. C'est-à-dire que le bras droit de Ceausescu dira un jour les juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation. Voilà. Et c'est donc en découvrant les listes de juifs vendus, et mieux que ça, tenez-vous bien, au départ de ce commerce d'êtres humains, de cette traite d'êtres humains, il y a un troc. C'est-à-dire qu'avant que les juifs soient vendus contre monnaie sonnante et trébuchante, au départ, c'est un troc agricole. Ils sont échangés contre du bétail. Voilà. Donc, dans les premières années, ils sont échangés contre du bétail. Et donc, Radu Ioannid choisit une centaine de pages dans les listes de la Securitate sur 30 000 qu'il reproduit in extenso à la fin de son livre. Et sur ces 100 pages sur 30 000, il y a le nom de mon grand-père. Donc, ça a été une sorte de vertige familial, parce que mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, et a fortiori les deux adolescentes qu'ils emmenaient avec eux, n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait en coulisses, de pourquoi eux, on les autorisait à partir. On les a autorisés à partir. Ils n'ont pas fui la Roumanie. On les a autorisés à partir. On leur a donné un visa, laissez passer. Voilà, ouais. Ils étaient privés de leur nationalité, donc ce n'était pas un passeport. Et il faut savoir que ce pays était fermé à double, à triple, à quadruple tour. Donc pourquoi est-ce qu'eux pouvaient partir et pas d'autres? Voilà. Ils ne l'ont jamais su. Ma mère ne l'a jamais su. Donc la seule personne... Enfin, mes grands-parents ont rencontré le passeur qui a organisé leur départ, mais sans jamais avoir conscience de ce qui se passait dans l'arrière-boutique politique de ce départ, qui en réalité était un départ massif, puisque à la fin, il n'y a plus de juifs en Roumanie. Donc, c'est de découvrir un nom sur une archive et pas n'importe laquelle. C'est une liste où, en fait, à ma gauche, vous avez des listes de non-juifs et à ma droite, vous avez leur équivalent en bétail. Donc, ils ont été échangés contre du bétail. Et l'obsession du régime roumain à l'époque, c'était d'intensifier l'élevage et l'agriculture. C'est la fin des années 50, il faut moderniser l'élevage et l'agriculture. Et donc, l'obsession du régime roumain, c'était de faire venir du bétail pour l'élevage intensif, de bonne qualité, et particulièrement des porcs. Et donc, on échangeait les juifs contre des porcs. Je vous laisse réfléchir à la dimension symbolique de cette histoire complètement dingue. Voilà, c'est impossible à inventer un truc comme ça, comme dirait Edouard. C'est impossible à inventer un truc comme ça. Alors, il y a vraiment voilà ces comment listes. est née l'envie d'enquêter et de comprendre, quoi. Ça suscite des réactions. Oui.
Alors, qui paye? On va y arriver, vous en faites pas, on y arrive. C'est pour ça qu'on essaye de vous mettre un peu les choses. Il faut acheter le livre quand même, parce qu'il faut acheter les livres. Ce qui est très intéressant, donc en fait, l'une des figures, donc votre livre à vous, Sonia, raconte cette destinée, cette personnalité très particulière, celle de votre grand-mère, Gabriella, qui est justement, qui embrasse tout ça, qui est cette jeune femme qui évolue dans les cercles francophiles, qui a une vision très très belle de la France, dans cette Bucarest très cosmopolite, très métropolitaine, influencée par les idées des Lumières, qui écoute de la musique française, et aussi qui attend ça quand elle arrive en France, évidemment. Ensuite, la guerre, donc évidemment, et vous l'avez dit, cette Shoah qui est censée ne pas avoir existé. Dans le récit officiel, la Roumanie a plutôt protégé ses Juifs. Il n'y a pas de Shoah systématique, il n'y a pas eu de camp de concentration, donc il n'y a pas d'incarnation physique. En réalité, c'est faux. Ensuite, il y a tout ce moment soviétique où non seulement ils y croient, mais en plus, et vous le racontez très bien, ils ont cette nécessité de survivre. Puisqu'ils ont survécu, il faut s'engager dans la vie. Ce qui est très intéressant, c'est que pour fill in les trous, comme on dit, remplir les trous, que vous n'avez pas, puisqu'au moment où vous écrivez ce livre, votre grand-mère est morte, mais vous aussi, Eduardo Berti, vous vous référez à un document littéraire hyper important, c'est quelque chose qui est présent dans vos 2 livres, c'est Mikhail Sebastian, qui est un auteur juif qui tient un journal, et c'est en fait, là, vous y accrochez, encore une fois, ils ne se connaissent pas au moment où ils écrivent, et en réalité, vous y accrochez au même moment pour essayer d'expliquer les mêmes choses. Ça, c'est très beau, cette espèce de trace commune. J'étais étonné, quand j'ai lu le livre de Sonia, j'étais étonné de retrouver non seulement la même stratégie, c'est-à-dire on avait décidé de combler des trous avec ce texte qui est assez central, on pourrait dire, mais même il y a faut que tu expliques ce que c'est que ce texte, oui, parce que tout le monde tout à fait. Et même par moments les mêmes passages, ça c'est extraordinaire. Ouais, vous citez les mêmes passages. Tu veux présenter les textes, vas-y. Oui. Alors, l'écrivain, alors, qui est Mikhail Sebastian. Mikhail Sebastian, c'est un écrivain qui était né à Braila, dans une ville à côté de Galatz, de la ville natale de mon père. La même ville où Panaïtis Strati était né avant. Et Mikhail Sebastian était un auteur surtout réputé comme un auteur de théâtre, mais qui en plus a des romans extraordinaires, qui sont traduits en français, la plupart. On peut les trouver. L'accident, Femme, etc. Mais en même temps, il a mené un journal qu'au début était un journal de sa vie assez mondaine. C'était un auteur de théâtre. Il aimait la musique classique, il avait des aventures avec des femmes. Au début, le journal, bien sûr, a un autre caractère. Et c'est ça ce qui est impressionnant, c'est que ce livre qui a fini par devenir un 35-45, le journal. Du 35-45, on voit comment l'horreur, la guerre, tout ça arrive d'une manière clairement progressive. Par exemple, il y a des moments, le moment où il comprend que s'il veut continuer à écrire pour le théâtre, il doit trouver des complices qui vont signer pour lui. En fait. Il est juif. Il est juif, exactement. Ça, je ne l'ai pas dit. Non. Merci. Non, voilà. Et heureusement que Sonia... Alors moi, je l'ai dit un peu au début, mais on oublie. Oui. Il est juif, c'est ça. Il est juif. Il y a deux grands écrivains juifs de l'époque, c'est Mikhail Sebastian et Max Blecher. Ce sont les deux grands écrivains juifs de l'époque. Et incroyablement, lui, il survit. Il survit et après, il meurt dans un accident idiot. Quoi. Ouais, c'est ça. Et paradoxalement, non, tu penses que... Moi, je suis complotiste. Je pense qu'on l'a assassiné. Ouais. Je ne sais pas, parce qu'on... Non, mais il a été... Donc il survit. Oui. Donc, ce qui est extraordinaire dans le journal de Mikhail Sebastian, c'est que c'est vraiment... c'est la phase B donc, de ce que mes grands-parents n'ont jamais raconté. C'est-à-dire que mes grands-parents ont fait comme si la guerre n'avait pas existé, comme si l'antisémitisme n'existait pas, comme si jamais entendu parler des lois raciales, jamais dans le récit familial, vaguement entendu parler du pogrom de 41 dans lequel mon grand-père a été raflé, qui est une monstruosité, mais comme si ça ne leur avait strictement rien fait. Voilà, de manière comme ça, très éloignée, très clivée, très, très froide. Voilà. Alors que Mikhail Sebastian, c'est vraiment l'histoire d'une capitale
exactement comme l'a dépeigné Harry et Gabriella, mes grands-parents, c'est-à-dire fourmillante de culture, une vie formidable, littéraire, musicale, Oui, théâtrale. puis il y a des moments où toi tu dis, il décrit telle soirée, tel spectacle, ma grand-mère l'a sans doute vu, elle y était presque. Mais en c'est fait, ça. c'est ça. Bah, ils avaient exactement le même âge. Hein. Ouais. C'était la même génération. Et sauf que lui, il raconte comment petit à petit Bucarest est englouti dans la fièvre antisémite. Et il raconte l'acharnement réglementaire, législatif qui enceint les Juifs. Il raconte les rafles, il raconte les déportations, il raconte les humiliations, il raconte les taxes, les impôts, les privations, les menaces. Et surtout, il raconte cette espèce d'antisémitisme, comment dire, à gorge déployée, qui fait que plus personne n'a honte. Et donc, on se lâche les titres de presse, les voisins. Et même sa déception avec des intellectuels comme Ionesco, bien etc., qui étaient ses amis. Et qui, dans Sioran, surtout. Fasciste fanatique. Et tout Oui. ça, c'est Oui. dit avec des noms, des prénoms. Mircea Eliade. Mircea Eliade, oui. Bien sûr. Surtout ces trois-là. Et c'est pour ça aussi que ce journal a pris du temps à être publié en Roumanie. Il est toujours très mal vu là-bas. Il est toujours très mal vu parce qu'il met le doigt dans des choses assez sacrées aussi. Et alors en 1945, Mircea Eliade fait exactement comme mes grands-parents. Il adhère au Parti communiste, parce que comme mes grands-parents, ils n'étaient pas communistes avant la guerre. Et d'ailleurs, le Parti communiste en Roumanie était assez inexistant. Hein, c'était vraiment minuscule. Donc il adhère au Parti communiste et il est renversé par une camionnette. J'adore. On saura jamais. Le flou. Voilà, moi j'adhère à la thèse du complot. Les amis. On a éliminé. non. Ouais. Alors, c'est pas Mircea Eliade. Non, ça, il s'appelle Mikhail Sebastian. Mikhail Sebastian. Non. Je me suis trompée. Non, là, elle a fait la liste de ces grands auteurs roumains. Non. Voilà. Mircea Eliade, lui, il va partir aux États-Unis, il va faire une grande carrière d'universitaire américain et ensuite, il va passer l'essentiel de sa carrière à gommer son passé fasciste pour que les Américains. Il n'est pas le seul, par ailleurs, à avoir fait beaucoup ça, malheureusement, dans tous les cas. Et vous voyez, on n'arrive même pas à la folie de tout ça. C'est que parmi les personnages cruciaux de votre roman Sonia, il y a donc votre grand-mère, vos sœurs, mais évidemment cette figure, cette femme qui est une amie de la famille, dont on prend soin à Bucarest parce que sa famille a réussi à partir et qui devient ensuite celle qui, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, va réunir l'argent pour mettre en place ce troc, et la figure complètement folle donc de ce Henri Jacober, c'est ça, qui est donc ce négociant en bétail, juif mais anglais, que du coup tu n'auras jamais rencontré puisqu'il est mort bien avant. Il est mort en 75. Il est mort en 75. Ouais. Et donc, tu racontes plein de choses aussi, comment tu finis par retrouver des gens qui l'ont vu, tu ne connais pas sa voix. Est-ce que c'était un Schindler ? Est-ce que c'était juste un type intéressé qui se faisait des commissions ? C'était pas un Schindler. Non, probablement pas. L'histoire, en fait, c'est que donc c'est un maquignon, c'est quelqu'un qui fait de l'import-export de produits agricoles et du bétail. La Roumanie est un pays totalement ruiné après la guerre, parce que la Roumanie, en fait, a fait la guerre du côté de l'Axe, a été l'allié des Italiens, des Allemands, et a retourné sa veste, on va dire, dans les 9 derniers mois de la guerre, a terminé la guerre du côté des Alliés, mais a dû payer quand même des sommes absolument colossales de dommages de guerre. Donc, entre ça et la collectivisation extrêmement brutale de l'agriculture à la fin des années 40, c'est un pays vraiment ruiné à la fin des années 40. Donc, quand je vous dis qu'il faut moderniser l'élevage et l'agriculture comme partout en Europe, la Roumanie n'en a pas les moyens. Et donc, il y a un négociant britannique qui fait des allers-retours de manière assez mystérieuse. Pourquoi est-ce que lui, il peut passer le rideau de fer, en veux-tu, en voilà, voilà. Et il arrive avec des catalogues de marchandises extraordinaires. Les Roumains n'ont pas d'argent, n'ont pas de cash pour payer. Et c'est comme ça que naît ce système vraiment incroyable, qui est que, à condition qu'il laisse sortir des Juifs, lui, il fera rentrer du bétail. Lui, il fera rentrer des semences. Lui, il fera rentrer des machines-outils. Lui, il fera rentrer, etc. Donc, en fait, à partir du moment où on importe du matériel agricole, on exporte des Juifs. Alors, qui paye ? Vous posiez la question. Typiquement, Lucia Filderman, qui est donc la meilleure amie de mes grands-parents. Lucia Filderman, qui a pu partir avant eux,
qui elle a fait de la prison, qui a été dénoncée, qui est sortie totalement démolie d'un pénitencier pour femmes, etc., qui a habité chez mes grands-parents, qui part à la fin des années 50, qui arrive en France. Elle a une belle famille qui a beaucoup d'argent et c'est elle qui va avancer l'argent. Donc en fait, Henry Jacober, ce négociant, était contacté par des familles en Suisse, en Angleterre, à New York, à Paris, à Londres, des familles qui avaient de l'argent. Il fallait beaucoup d'argent. Les familles disaient on a un cousin, une belle-sœur, des grands-parents, 3 neveux à faire sortir. Jacober donnait une estimation. Donc plus c'était des gens qui étaient en délicatesse avec le régime, plus ça coûtait cher, parce que derrière il fallait les faire sortir de prison. Et donc Jacober revenait à Bucarest. Il allait d'abord au ministère de l'Agriculture, ensuite tout ça a été récupéré par la Securitate, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Et au ministère de l'Intérieur, il négociait. C'est-à-dire, j'ai telle famille, tel opposant politique à faire sortir. OK, ça sera tant de veaux, tant de vaches, tant de cochons, un élevage de poulets. Et ils pouvaient rajouter des petites races rares comme ça pour faire plaisir. Ah oui, c'était vraiment du troc, mais marchandé âprement, puisque tout ça a laissé des traces. Voilà. Et donc, en fait, l'argent donné par les familles servait à acheter le matériel agricole. Et ensuite, on échangeait matériel agricole contre juifs. Voilà. C'est une histoire folle qui est donc dans le récit de ce roman que vous avez traduit, Eduardo Berti. Vous, dans votre premier livre, Un père étranger, il y a des bouts de ce roman qu'écrit votre père. Alors j'ai très peur de le dire mal, mais qui se passe dans un milieu de bûcherons, les pliraches, comment vous le dites ? Oui, mon père, à la fin de sa vie, a voulu écrire un roman. J'ai retrouvé les cahiers entiers. C'est pas fini et c'est un roman mal construit, mais au-delà de la mauvaise construction, il y a des passages que j'aime bien. Et ça part un peu dans tous les sens. Mais j'ai voulu prendre 3 fragments de ce roman-là et les insérer dans Un père étranger pour 3 raisons. La première, parce que ce sont 3 passages qui ont une certaine autonomie. On peut les lire sans besoin de lire tout le reste. Parce que ça parle de la Roumanie. Le reste du livre part un peu dans tous les pays. Et je voulais garder quand même la Roumanie. Et en plus, il y a le récit de Conrad, dont on a parlé très rapidement dans le livre. Et ce récit parle c'est un récit fluvial, c'est un récit de navigateurs, des gens qui font descendre du bois par le fleuve qui s'appelle le Sirette jusqu'à Galatz, à Galatie, qui était le port. Voilà. Et il raconte un peu le quotidien de ces gens-là. Bon, je sentais que c'était... Alors, j'ai pas laissé ces 3 passages tels quels. J'ai voulu écrire avec mon père. C'est pas pour le corriger. Pour être avec lui. C'est pas que je voulais le corriger. Ça veut dire que j'ai inséré quelques phrases. J'ai écrit un peu avec lui. Vous dites dans un fils étranger, qui est un peu ce moment où vous allez en Roumanie, et en plus vous avez déjà écrit le précédent livre, donc vous commencez à voir ce que vous faites, et vous dites qu'il y a eux, il y a les bateliers, et que votre père fait partie des gens qui ont pris une direction dans leur vie, qui ont été volontaristes. Comment il l'a fait, votre père, cette prise de direction? Comment vous la regardez maintenant par rapport à la famille de Sonia, qui en fait à la fois est actrice et à la fois subit beaucoup en réalité? La décision, je vois quelqu'un d'une rapidité de réflexe et d'une lecture de l'actualité incroyable. Parce qu'il y en a plein des juifs communs qui sont arrivés en France, qui sont restés, qui ont été déportés. Il y en a beaucoup. Après, le fait d'avoir gardé... C'était un grand pessimiste. Oui, c'était ça. Parce que les optimistes, ils sont restés. Hein. Non, c'était... Les pessimistes, ils sont partis. Mon père était quelqu'un qui avait un grand sens de l'humour et que c'était quelqu'un qui aimait énormément la vie, mais je pense qu'il était très réaliste surtout, qu'il avait comme une manière de détecter les problèmes très rapidement. Je pense qu'il a eu les réflexes. Peut-être parce qu'il avait déjà fait une première fuite. Peut-être qu'il avait déjà cette gymnastique. Et gymnastique, oui. Après, pourquoi il n'a jamais avoué ou pourquoi il n'a jamais dit? J'ai quelques théories. Je n'ai pas voulu écrire Un père étranger pour trancher. Non, c'est une question ouverte. Une explication. Je laisse des choses ouvertes. Mais quand même, il y a 2 choses.
en Argentine, on avait une grande communauté juive. Parmi ceux était Schindler, mais aussi on avait Eichmann Bien sûr. en Argentine. Il ne faut pas oublier ça. Jamais. Qui avait une boutique qui vendait des jouets pour les enfants. Et oui, Ouais. Ah ouais. oui, c'est une folie. Et à la fin, je pense que peut-être à la fin de sa vie, mon père peut-être avait l'intention, parce que il avait commencé à me jeter des petites bombes, comme je dis, des petits aveux. Et sans doute, s'il continuait, il manquait que ça, que raconter une ou deux choses de plus et dire qu'il était juif. Alors, à cette époque-là, il y a les 2 attentats en Argentine, dont on ne parle pas trop, on ne connaît pas énormément, mais il y a eu l'attentat à l'ambassade d'Israël, qui a laissé un trou, et l'attentat à la mutuelle israélite de Buenos Aires 2-3 ans plus tard. Chose que beaucoup de gens ne Oui, connaissent oui. pas, même en France, en réalité. C'est des actes Qui ont antisémites très totalement importants. bouleversé Bien sûr. la société. Et mon père. Ouais, bien sûr. Mon père était totalement bouleversé, comme tous, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus dans ces bouleversements de mon père. Alors, on est obligé, je veux qu'on aille à la fin et même presque à une forme de résolution, au dernier rebondissement dans toutes ces choses. Et le rebondissement que permet cette rencontre et cette traduction. Alors, dans Un père étranger, on n'a pas parlé de toute cette partie du récit qui concerne Joseph Conrad qui vit en Angleterre avec sa femme et qui est poursuivi par un type qui a cru se reconnaître dans ses récits. Ce qui est fou, c'est que c'est un peu ce qui s'est passé, parce que vous avez reconnu une partie de votre histoire et vous étiez plus concerné qu'on ne peut le croire. Vous le dites aussi dans Un fils étranger qui devra donc être réédité. Tout ça, c'est aux éditions de la Contralée et c'est super. Vous dites à la fin que justement dans cette fonction de la littérature, qui est une fonction qui ne sert de manière productiviste à rien, bon, finalement vous finissez par vous corriger parce que dans le fameux premier livre Un père étranger, vous êtes victime d'une arnaque. Le narrateur est au bord d'être victime d'une arnaque à une fausse location et finalement il y a quelqu'un qui vous appelle en vous disant non mais moi en vous lisant j'ai reçu le même genre d'arnaque et parce que j'avais lu votre bouquin je me suis pas fait arnaquer. Finalement ça fonctionne. Finalement c'est ça l'utilité. C'est ça l'utilité de la littérature. Mais l'autre folie, c'est qu'en traduisant le livre de Sonia, vous qui êtes né en Argentine avec ce père qui n'avait même pas dit qu'il était juif, vous avez reconnu. Non, c'est ça qui est fou, vous allez nous raconter. C'est plus compliqué que ça. Il y a même une cousine qui est là, racontez-nous. Oui. Bref, voilà, c'est que quand même, tout ça, il y a un lien. Eduardo lit mon livre une fois qu'il est paru chez Flammarion en France il y a 3 ans, je sais pas quoi, 3 ans. Voilà, mais vraiment, par hasard, c'est ce que tu dis, un ami à toi. Coup de cœur de l'ami, coup de cœur d'Eduardo. Daniel Damar, édition Le Réal Gall. Tu me le présenteras. Oui, un jour. Mentionne-le. Parce que là, on est en train de reconstituer une famille, donc voilà. Et donc voilà. Et donc Eduardo appelle son ami en Espagne. Mon livre est traduit, publié en Espagne. Je rencontre ces éditeurs en Espagne pour qui j'ai un coup de foudre total. Ce sont des gens absolument extraordinaires, vraiment. Et donc, pourtant, on parle tellement mal anglais, et eux et moi, que je ne sais pas comment on a fait pour parler, mais enfin, on s'est beaucoup aimés. Et donc, voilà. Et puis, mon livre paraît. Je peux vous dire que j'ai reçu une quantité absolument phénoménale de messages d'enfants de Roumains, de petits-enfants de Roumains, d'arrière-petits-enfants de Roumains, me disant « Ma famille a la même histoire que vos parents et que vos grands-parents et que votre arrière-grand-mère. Mais nous aussi, on voudrait retrouver leur nom sur les listes. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Ou alors m'apportant leur témoignage, ou alors me racontant comment leur père a contacté Jacober pour faire sortir Jacober, c'est donc ce fameux passeur, pour faire sortir sa belle-sœur, etc., etc. Et je me retrouve noyée sous les mails, sous les lettres, mais noyée. Donc j'essaye de avec une vraie attente en plus. Oui, puis j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis évidemment, je mélange les noms. Et puis moi-même, je ne m'attendais pas du tout au succès du livre parce que franchement, une histoire qui se passe à Bucarest en 1961, avec mon éditeur, on ne pensait pas que ça déplacerait les foules. Donc j'étais un peu écrasée. Et puis un jour, je reçois un message sur Twitter. Et dans mes journées, parce que pendant ce temps-là, il y a la radio tous les jours, et dans mes journées de dingue où je travaille à la radio en plus, je réponds à toute vitesse à ce message sur Twitter en disant merci monsieur, qui me parle de... Voilà.
Et donc, il y a une dame qui me dit, je suis pas un monsieur, je suis une dame. Donc, la dame est là, hein, juste là, voilà, elle vous fait un petit signe. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que j'ai reconstitué la vie de mes grands-parents. Et en reconstituant la vie de mes grands-parents, il a fallu comprendre pourquoi il a fallu partir, pourquoi ils devaient partir. Pourquoi ils devaient partir, eux qui avaient épousé la cause communiste avec tellement d'entrain, tellement d'enthousiasme, tellement de naïveté. Pourquoi ils devaient partir? Ils devaient partir. Votre grand-père qui a eu un poste important quand même. Et ma grand-mère et aussi. votre grand-mère aussi. Mon grand-père se retrouve directeur il est ingénieur de formation de toutes les usines de Bucarest et de la région de Bucarest, directeur technique. Et ma grand-mère, qui était musicienne, musicologue, pianiste et musicologue de formation, enseignante au conservatoire de musique de Bucarest, et devient la directrice administrative d'un très grand orchestre à Bucarest qui s'appelle l'Orchestre des studios de la Bouftea, les studios de cinéma. Et donc, ils ont une vie, ils ont vraiment une belle vie. Il faut partir parce que ma grand-mère a été dénoncée, parce qu'elle passe pour être une espionne, parce que s'ensuit des séries d'interrogatoires absolument atroces, parce que petit à petit, elle sera exclue de la manière la plus violente et la plus infamante qui soit du Parti communiste, parce que son exclusion du Parti communiste entraîne mon grand-père dans sa chute, qu'il est lui-même soumis à une sorte de grand procès public et il va être exclu, et qu'en réalité, il faut partir parce que sinon ils vont être arrêtés, sinon ils vont probablement être incarcérés. Ils vivent les derniers mois à Bucarest comme des parias. Ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de travail. Ma mère et ma tante n'ont plus d'école. Jusque dans le train qui les sort de Roumanie, leur médecin de famille qui a soigné les évite. Ça, ce sont des lépreux, on ne s'approche plus d'eux, on change de trottoir, le téléphone ne sonne plus à la maison, ils sont évidemment sur écoute, ils sont surveillés en permanence, il faut partir. Voilà. Donc voilà l'histoire de gens qui ne voulaient pas partir, qui n'ont pas eu le choix, il faut partir. Vraiment, il y a une urgence vitale à partir. Et la seule chose que sait ma mère, elle sait deux choses. C'est d'abord que Lucia Filderman à Paris a payé Jacober, que mon grand-père a rencontré 2 fois, une fois à Bucarest, une fois à Paris. Ça, elle sait. Et l'autre chose qu'elle sait, parce qu'elle-même est retournée en Roumanie depuis et elle a demandé le dossier de Securitate de sa mère, c'est qu'elle a été donnée par 2 sœurs, probablement des espionnes, les sœurs Samueli. L'une travaillait pour la légation, donc il n'y avait pas d'ambassade, évidemment, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il y avait une sorte de légation, de représentation diplomatique commune pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne à Bucarest. Ces 2 sœurs Samueli travaillaient pour la légation américano-britannique. Et il se trouve que ma grand-mère a pris des cours d'anglais juste après la guerre chez les 2 sœurs Samueli. Elle n'a fait que prendre des cours d'anglais chez elle. Et même ma mère s'en souvient, c'est-à-dire que ma mère, toute petite fille, avait 4 ans, allait jouer chez les sœurs Samueli pendant que sa mère prenait des cours d'anglais. Ces 2 femmes ont été arrêtées, accusées d'espionnage, l'une pour la Grande-Bretagne, l'autre pour les États-Unis. Voilà. Et elles ont donné le nom de ma grand-mère. Elles ont donné le nom de ma grand-mère de manière absolument absurde, en disant « Gabriella, ma grand-mère, voilà une jeune femme qui était polyglotte, très instruite, un caractère d'acier, un orgueil, une arrogance pas possible. Elle aurait fait une excellente espionne. Et si on avait continué, on l'aurait retournée, on l'aurait recrutée. Et ça a suffi à déclencher toute la suite. Voilà. Et donc, cette personne qui me contacte sur Twitter, qui s'appelle Dominique, qui est ici, me dit « Mais vous savez, je suis de la famille des sœurs Samueli, et si vous voulez, je vous raconte l'histoire de ces 2 femmes. » Et donc, petit à petit, je fais le tri dans les centaines de lettres que je reçois. Je prends contact avec Dominique. Nous échangeons des mails. Voilà. Et elle me raconte l'histoire des sœurs Samueli, qui, en réalité, ces femmes ont fait 10 ans de prison. Donc, d'interrogatoire en interrogatoire, on finit par lâcher des noms, n'importe quel nom, pour pouvoir survivre. Et tenez-vous bien, dans les quelques listes de la Securitate, ces listes de juifs troqués contre du bétail,
que moi-même je reproduis dans mon livre, il y a les sœurs Samueli. Et dans mon livre, j'écris naïvement, elles sont parties. Enfin, il y a 2 femmes qui s'appellent les Samueli, qui partent en même temps que mes grands-parents, qui sont sur les mêmes listes que mes grands-parents. Et si c'était elles, eh bien, Dominique me le confirme, ce sont elles. Donc, c'est celles qui avaient donné le nom de ma grand-mère, qui a entraîné leur chute. Et à la fin, Elle arrive à sortir. par Jacobeur dans le même voilà. Bon. Et un twist final. Et un jour. Oui, en fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que Mais ce qu'on savait pas. Dominique est ma cousine. Ça Voilà. veut dire, C'est pas dingue. ça veut dire que le traducteur du livre C'est pas dingue. Et personne le savait. est du côté de l'ennemi. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Oui, mais ce qui est aussi fou, c'est qu'en fait, vous la connaissez. Non, mais c'est dingue comme C'est histoire. dingue. C'est Non, mais vraiment, dingue. c'est dingue. Un jour, j'ai écrit à Sonia pour lui dire, en fait, les sœurs Samueli, c'est ma famille. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est-à-dire que Eduardo découvre ce livre sans savoir que les sœurs Samueli font partie Aucune de son idée. arbre J'avais généalogique. ça, le Il en avait jamais de ma entendu vie avait entendu parler. Je découvre l'existence des sœurs Samueli dans ton livre. dans mon livre, voilà. Et donc donc je suis contactée par Dominique, Eduardo, Dominique. Voilà, il y a une différence de génération entre Dominique et Eduardo. Dominique était plutôt de la génération de ton père. Enfin, il y avait une grande différence d'âge. Et donc voilà, mais vous êtes cousins, vous, au même degré. Et voilà. Et quand on a fait tout le lien, on s'est dit mais c'est pas possible. C'est pas possible comme histoire. Voilà les histoires de VOVF. Mais alors Dominique, pardon. Elle accuse ses cousines. Bon, vous comprenez pourquoi c'était très compliqué de vous raconter toutes ces histoires ou pas? Il fallait que vous compreniez la totalité de l'affaire. On vient de faire connaissance au bistrot en face du château. Hein. Voilà. Avec Dominique, on s'était Parce que encore Dominique jamais- habite à Gif. Voilà. Mais On vient de faire connaissance avec Dominique, là, il y a En une plus. heure. En plus. Voilà. bon, donc Eduardo, moi je veux qu'on finisse parce qu'on a 10 minutes et je veux que vous ayez le temps de poser 2 questions. Mais évidemment, pour les vraies conversations, ils seront en dédicace dans quelques minutes, tous les deux en bas, avec tous leurs livres qui sont tous disponibles. Tous leurs livres. Sonia, le J'en ai livre de écrit Sonia un. et les nombreux et délicieux livres Le vrai d'Eduardo. écrivain, c'est Eduardo. Bah si, c'est Mais vrai. quand même, moi j'ai envie de terminer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces moments-là, et encore c'est présent, donc qui va avoir besoin d'être réédité. Ces interrogations sur ce que peut la littérature, ce que doit la littérature, ce qu'elle peut réinventer. Cette histoire-là, l'aurait-on inventée? On n'y aurait pas réussi Non, en réalité. Mais il y a 2 histoires. Il y a 2 histoires qui sont produites après la sortie d'un fils étranger. Il y en a plusieurs, mais surtout celle-ci. Et l'autre, le fait que moi, je me suis installé à Bordeaux il y a 12 ans, sans savoir honnêtement pourquoi. Oui, parce que j'ai aimé la ville, mais pourquoi? Et j'ai découvert qu'en fait, mon père, il a pris... L'histoire officielle, c'était que mon père avait pris le bateau depuis Le Havre. Mais ce qui me manquait comme information, c'est qu'en fait, le bateau a accosté à Bordeaux. Et c'est là vraiment où il a fait la douane. C'est de là où il est parti. Et il y a 3 mois ou 4 mois, je suis allé aux archives départementales de la Gironde et j'ai trouvé l'acte du départ du bateau. Ça, je peux vous dire que le monsieur était libanais. Je même connais son nom et son prénom du prof d'espagnol de mon père. J'ai eu même le document exact du bateau. Et ça aussi, c'est étonnant. Ville où vous vivez Je maintenant. rappelle qu'Eduardo est membre de l'Oulipo, Mais oui, je rappelle. courant littéraire qui étudie les effets du hasard sur la littérature. C'est quand même fou. Voilà. Non, mais quand même, tout... Et les effets de la littérature sur le hasard. Bon, là, je crois que c'est horrible. Il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai quand même envie que vous ayez le temps, l'envie de poser 1, 2 questions que je reprendrai dans ma voix, dans mon micro. Est-ce que vous en avez? Oui. Il n'est pas appelé roman, c'est un récit littéraire. C'est Zoé qui extrapole en disant que c'est un roman. Non, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est un récit littéraire. Et précisément, chez Flammarion, j'ai même pas été édité par le pôle littérature de Flammarion, j'ai été édité par les sciences humaines. Et le livre a été relu par une historienne extrêmement compétente, parce que je ne me substitue pas précisément aux historiens, je les cite. Et donc, on a demandé une relecture scientifique à une historienne pour vraiment faire en sorte que
voilà. Donc en effet, c'est un récit littéraire et c'est pas un roman. Ouais. Alors, C'est ce qu'on appelle de la non-fiction. C'est ce qu'on appelle de la non-fiction. Ouais. Mais justement, et qu'est-ce que ça a permis ce moment-là de l'écriture? Parce que oui, c'est un récit, c'est pas un roman, c'est un récit littéraire. Mais c'est un récit littéraire parce qu'il rentre dans de la matière, il fait de la littérature en fait, même si c'est pas un roman. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison de le mentionner. C'est un récit littéraire, mais il fait de la littérature en fait quand même. Eduardo, vous qui êtes traducteur justement et qui traduisez toute forme de matière, c'est quoi ce genre de récit et qu'est-ce que ça permet en fait? Même toi, Sonia, qui passe ta vie à faire du journalisme oral, donc une écriture orale, qu'est-ce que ça t'a permis? D'abord, je vous le dis, parce que je pense que tu as fait la même expérience que moi, la radio, c'est une école d'écriture. Absolument. Voilà. La radio, c'est vraiment une école d'écriture. Et tant qu'on n'a pas fait de la radio, on ne se rend pas compte à quel point c'est une école d'écriture. C'est-à-dire que pour parler à la radio, on écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, l'écriture, est confrontée. Moi qui fais du direct, c'est pas tout, il y a plusieurs formes de radio évidemment, mais moi qui fais beaucoup de direct, est confrontée aux aléas de la vie, du réel, et rien ne se passe jamais comme c'était écrit. Mais on ne fait de la bonne radio que si on a beaucoup écrit avant l'antenne. Voilà, je peux vous le dire. Donc c'est une école d'écriture, la radio. Oui, moi j'ai fait pas du direct, j'ai fait des expériences de radio et de télé en Argentine dans tout ce qui était le montage. Et ça, c'est une autre grande école d'écriture, le montage. Finalement, ce sont des écoles, le journalisme, la radio, le montage sont des écoles. Mais je pense que ces récits littéraires, même s'il y a des choses qui partent de la documentation historique, installent toujours des êtres humains au centre. C'est ça qui fait la grande différence du texte d'histoire traditionnelle. C'est évident qu'il Même du livre de journaliste, parce qu'il y a beaucoup de livres de journalistes qui sont par ailleurs très bien écrits, mais qui sont des livres de journalistes. Pas des récits littéraires. Une dernière question? Une envie? Vous êtes soudain pudique? Oui? Oui, si, madame, allez-y. Madame, oui. J'étais scientifique et j'ai beaucoup collaboré avec la Roumanie au moment de la chute du mur. Donc il y a des étudiants roumains qui sont venus, d'ailleurs ils sont tous partis aux États-Unis après, mais c'est une autre histoire. Donc on a beaucoup collaboré scientifiquement. Et je voulais dire, donc j'ai fait de nombreux séjours et l'image que j'avais de la Roumanie avant et l'image après, et en particulier j'admirais beaucoup Mircea Eliade. Je n'avais jamais entendu parler de Michael Sébastien. Et on avait une image totalement fausse. Donc, c'est ça qui était. Alors, il y a une chose, c'est qu'on avait cette idée un peu Troisième République, de l'enseignement, des droits de l'homme. Et il y avait une image de la France qui était restée comme ça. Et mes collègues écoutaient des radios françaises, avaient une culture française, et nous, on les avait complètement laissés tomber. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est vrai, j'ai eu la preuve de cette francophonie, francophilie très forte. Mais que que je décris aussi dans ton livre. Et folie, pourquoi pas. La dernière fois que je suis allé 2 fois en Roumanie, la deuxième fois j'étais à Bucarest et on me dit tu as une interview pour Radio France. Je dis Radio France. Et en fait, il y a à Bucarest une maison et il y a Radio France. C'est le seul pays. Un RFI, exactement, merci. RFI, Radio France Internationale. C'est un des rares pays qui fait partie de la francophonie, mais sans avoir le français comme langue officielle. Ça se perd quand même. Ça se perd quand même. Et je voyais la différence, j'allais dire ça, je voyais la différence entre ceux qui ont plus, on va dire, 35-40 ans et les plus jeunes. Ça se voyait énormément. Et cet écart entre cette France fantasmée et la France vécue, ça c'est une chose que tu racontes et qu'a vécu la fameuse Gabriella, mes grands-parents, qui pensait en 61 arriver dans les salons avec qui pensait trouver des salons littéraires, qui pensait trouver le Paris du XVIIIe siècle, mais vraiment, qui s'attendait à trouver les salons. Les frères Goncourt, exactement, les salons de Madame de Lafayette, quoi, vraiment.
Et c'était pas ça. C'était pas exactement ça. Bon, cette conversation peut se poursuivre autour de livres. En bas, vous êtes en dédicace en bas. Merci beaucoup à vous. Merci, Oui, à tous les vous deux. tous. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Eduardo Berti, Sonia De Villers, merci.